merci d'être tous venus m'écouter. Je remercie le professeur Ishizaki pour cette présentation assez complète de tout mon travail depuis de nombreuses années. Je suis content qu'il ait parlé de la partie comment dire, la plus sérieuse de mon point de vue de mes travaux, c'est-à-dire l'anthropologie des structures familiales et la façon dont la diversité des structures familiales me permet de voir la diversité du monde, la façon dont ça me permet, quand je suis dans un pays étranger, même quand je n'en comprends pas la langue, ce qui d'ailleurs est généralement le cas, d'avoir une petite idée de la façon dont les gens pensent et sentent. Alors bien entendu, les structures familiales dont il est question sont des choses du passé, concernent la paysannerie, et puis ça n'est plus toujours là, mais il en reste des traces et c'est quand même, je crois, très utile pour comprendre le monde. Ce dont je vais parler maintenant, c'est d'autres choses. C'est-à-dire qu'en France, je suis connu d'une part pour ce travail de fond d'anthropologie, mais je suis surtout plus connu pour avoir écrit des essais politiques ou d'analyse historique dans l'instant, à chaud, qui se sont avérés assez exacts. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus connu pour le livre que j'ai écrit quand j'avais 25 ans, qui s'appelait La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, qui a prédit l'effondrement du système soviétique. Et puis mon livre le plus connu, c'est certainement le livre qui s'appelle Après l'Empire, qui a été publié en France vers 2002, et qui disait à l'époque, à une époque où tout le monde parlait de l'hyperpuissance américaine, du caractère invulnérable des États-Unis, qui disait, eh bien non, vous vous trompez, c'est comme pour la Russie, c'est comme pour l'Union soviétique, ce système n'est pas si puissant, il est au bord de la décomposition. Et je dois dire qu'en termes de prédiction, ça n'est pas complètement réalisé, mais il apparaît maintenant que cette perception réaliste et sceptique des États-Unis s'est avérée assez exacte. Le processus n'est pas terminé, le dollar n'est pas effondré, mais il y a eu les échecs militaires américains, il y a le problème de l'Afghanistan qui ne sera jamais réglé, il y a eu la crise financière, et plus personne aujourd'hui n'oserait penser aux États-Unis comme un système invulnérable. Alors le problème, si on essaye de comprendre le monde actuel, c'est que la défaite de ces deux empires, l'empire soviétique, l'empire américain, qui pour une raison étrange ont tous les deux choisi d'aller mourir militairement en Afghanistan. Je pense que les historiens ou les métaphysiciens de l'histoire se demanderont pourquoi les deux grands empires sont allés trouver leur défaite en Afghanistan, pays qui ne présente pas véritablement un grand intérêt. Le problème, c'est que la disparition de ces deux systèmes politiques, de ces deux systèmes économiques, c'est aussi la disparition de deux grandes idéologies qui structuraient le monde, qui organisaient notre perception du monde. Bon, dans un premier temps, il y a eu l'effondrement de l'idéologie communiste, qui a donné le sentiment que l'autre idéologie, le système adverse, le système libéral ou même ultralibéral centré sur les pays anglo-saxons, était le vainqueur. Mais maintenant que ce système vainqueur apparaît en décomposition, nous sommes confrontés vraiment à un problème de perception du monde. Que dire du monde? Que regarder dans le monde? Comment décrire le monde? Alors, pour moi, j'ai toujours ma grille de lecture anthropologique, mes systèmes familiaux. Je peux décrire les pays du monde en termes de systèmes de mœurs, et ça marche assez bien. Mais ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une autre vision à partir je dirais, de paramètres de développement éducatif, de développement démographique, en séparant le monde anciennement avancé, anciennement développé du monde en développement, et essayer de voir comment cette nouvelle description du monde permet de comprendre la globalisation, de voir la globalisation. Alors, je veux dire, la globalisation, la mondialisation, c'est-à-dire ce sentiment d'une nouvelle unité de la planète,
d'une collaboration de la planète dans toutes sortes d'activités sociales et économiques, eh bien moi, justement, pour moi, le fondement, le cœur de cette globalisation, ça n'est pas les phénomènes économiques. Quand on pense à globalisation, on pense au libre-échange, on pense aux échanges de marchandises, on pense à la division internationale du travail, on pense encore dans les termes, je dirais, de l'idéologie ultralibérale. Mais il faut bien voir que l'idéologie ultralibérale, quand elle met l'analyse économique au cœur de l'histoire humaine, ressemble beaucoup au marxisme des communistes, qui mettaient aussi l'économie, sont assez proches. Vous étiez dans une société où quelques prêtres savaient lire et écrire, et puis le reste de la population était analphabète. Et puis dans toute la suite de l'histoire, en Europe, puis ailleurs, vous avez une montée de l'alphabétisation. C'est-à-dire, les unes après les autres, les différentes catégories sociales commencent à lire et écrire. Donc on va avoir les prêtres, les marchands, les artisans, la noblesse, le monde paysan, le monde ouvrier, en fait tout le monde. Je veux dire, le mouvement ascensionnel, on peut décrire l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde comme une histoire du mouvement de cette alphabétisation de masse. Donc en gros, il y a une grande diversité en Europe. L'accélération fondamentale commence à partir de la réforme protestante en Allemagne. À partir de 1900, la plus grande partie de l'Europe est alphabétisée. À cette date, le Japon est déjà sur le même rythme d'alphabétisation de l'Europe. C'est-à-dire, si on compare en termes d'alphabétisation le Japon et l'Europe, on comprend très bien pourquoi le Japon a rattrapé, et assez largement pour certains pays, dépassé l'Europe technologiquement, parce qu'il n'avait pas de retard d'alphabétisation. Et puis ensuite, ça s'étend, et on peut suivre tout au long du XXe siècle une accélération de ce processus d'alphabétisation. Vers 1980, ce qui est sensible, c'est que des pays comme la Chine sont en train d'achever leur processus d'alphabétisation, l'Amérique latine, et puis maintenant les pays arabes, les pays musulmans, l'Afrique noire est assez largement concernée. Et en fait, si on regarde, je sais qu'il y a des problèmes dans le monde, je sais qu'on vit, nous, plutôt un sentiment d'incertitude, mais si on étudie ce mouvement global d'alphabétisation, on a une vision très positive de l'histoire humaine. C'est-à-dire que vers 2030, l'histoire humaine aura atteint une étape tout à fait extraordinaire. L'ensemble des jeunes générations, sur la totalité de la planète, sauront lire et écrire. Alors, c'est, je dirais, et bien entendu, dans la foulée, dans la suite de cette montée des taux d'alphabétisation, il y a la transition démographique, la baisse de la fécondité. Je veux dire, quand j'étais étudiant, à la fin des années 60, au début des années 70, ce qu'on apprenait, c'est que l'explosion des naissances dans le tiers-monde allait être un problème insurmontable, que l'explosion des naissances paralysait le développement de ce qu'on appelait alors le tiers-monde, et qu'on n'allait jamais s'en sortir. En fait, les démographes ont constaté que la baisse de la fécondité commençait partout, très rapidement, de plus en plus rapidement, et qu'en fait, il y avait une relation mécanique entre l'alphabétisation des femmes, c'est-à-dire quand la moitié des femmes savent lire et écrire, on voit partout la fécondité s'effondrer, et en vérité, la planète aussi s'achemine vers un état de contrôle complet, je dirais, de la fécondité. Donc, si on regarde la planète dans son ensemble, on ne peut qu'avoir le sentiment qu'un moment très privilégié, très positif de l'histoire humaine est sur le point d'être atteint. Alors, le problème, je dirais que ça s'applique particulièrement bien aux pays, c'est un sentiment qu'on a particulièrement dans les pays qui sont au cœur du processus de développement. Je veux dire, dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui viennent de franchir les seuils d'alphabétisation ou qui sont sur le point de les franchir, je dirais la même chose de pays comme l'Iran, par exemple, l'histoire a clairement, pour les gens qui la vivent, un mouvement positif. On sent des sociétés qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui ont des problèmes, qui ont des démocraties souvent naissantes et inachevées. Je ne sais pas si la démocratie chinoise existera un jour, mais par contre, dans le cas d'un pays comme l'Iran, on voit que c'est quelque chose, dans les difficultés, et malgré les événements récents, quelque chose qui est en train de naître. L'Inde est déjà une démocratie,
mais il y a le sentiment d'aller quelque part dans ces sociétés. Alors, pour ce qui nous concerne, et quand on pense en ces termes, dire nous, être européen ou japonais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire nous sommes dans des vieilles sociétés qui sont à un niveau de développement très supérieur. Je veux dire, des sociétés qui produisent toujours, je pourrais ajouter bien évidemment les États-Unis, qui produisent toujours, je dirais, les innovations technologiques. Nous sommes très en avant, mais à un autre moment. Et ce qui caractérise les sociétés les plus développées, malgré leur avance, ça n'est pas le dynamisme et le mouvement. Le plus simple est de commencer par les États-Unis. Au milieu des années 60, on s'est aperçu que la proportion d'étudiants dans chaque génération aux États-Unis avait cessé d'augmenter. Les États-Unis étaient à un niveau très élevé de développement éducatif. À l'époque, c'était les plus en avance. Mais ça s'est arrêté, et puis il y a même eu un tassement. C'est-à-dire que, je veux dire, on a vu une certaine régression et puis une stabilisation. Dans un pays comme la France, des phénomènes analogues sont apparus 30 ans plus tard. En France, c'est vers 1995 que la proportion de chaque génération allant, je dirais, au-delà du baccalauréat, de la fin des études secondaires, et entamant des études supérieures, se bloquait à 33%, avec peut-être 25-28% de gens faisant des études supérieures dans chaque génération. Le Japon est un cas un peu particulier, puisque là, la proportion n'a pas encore commencé, je dirais, à se stabiliser clairement. Le Japon a atteint des niveaux de développement d'éducation supérieure très supérieurs à ceux de la France et des États-Unis, approchant pratiquement la moitié d'une classe d'âge. Mais dans tous ces cas, je veux dire, même pour le Japon, on peut pressentir le début d'une stagnation. Et puis l'idée de stagnation, donc ce que j'ai introduit là, c'est la notion d'une stagnation, d'un blocage du développement historique dans les pays les plus avancés et d'un développement historique qui est conçu en termes, je dirais, d'éducation, de mouvement culturel, pas en termes, à proprement parler, économiques. Alors, bien entendu, on peut expliquer beaucoup du pessimisme, de l'absence de vision de l'avenir qui prédomine maintenant dans des pays comme la France, l'Europe en général, les États-Unis même, par cette espèce de blocage de l'histoire éducative. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ces pays les plus développés ont atteint les premiers des fécondités très basses. Alors il y a certaines variations. Les États-Unis, la France, les femmes font 2 enfants en moyenne. L'Allemagne, le Japon, l'Europe du Sud ou la Russie, parce que la Russie, de ce point de vue-là, ressemble beaucoup à l'Europe occidentale, on va avoir des fécondités encore plus basses, à 1,3 enfants par femme. Donc ça a produit, je veux dire simplement, une déformation de la structure d'âge de la population, et ajouté aux progrès médicaux, ça a produit un vieillissement extraordinaire des populations. C'est-à-dire que l'âge médian, concept statistique, l'âge de l'individu, qui dans une société, il y en a 50% de plus âgés, 50% de moins âgés. L'âge médian, dans des pays comme la Chine, comme l'Inde ou l'Iran, l'âge médian de la population va être autour de 25-25 ans. L'âge médian en France va être autour de 39 ans. L'âge médian en Allemagne ou au Japon va être autour de 44 ans. Les populations allemandes et japonaises sont les plus âgées du monde. Je veux dire, ça n'est pas une constatation négative. C'est aussi les populations les plus âgées du monde parce que ce sont les populations les plus éduquées. Et il y a toutes sortes de corrélations positives de ce phénomène. Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que le monde est double actuellement. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le monde en développement qui décolle, qui peut être violent, qui reste pauvre, mais qui est optimiste. Et puis il y a le monde le plus développé, où les idéologies ont disparu maintenant, emportées par la croissance du niveau éducatif, et puis, mais qui sont, je dirais, qui se perçoivent ou qui se sentent, sans vraiment comprendre pourquoi, au bord d'une certaine forme de stagnation, avec une certaine perte de sens.
Donc je crois que c'est cette opposition qu'il faut avoir en tête si on veut comprendre ce qui se passe. Parce qu'à ce stade, on peut introduire, je dirais, la notion d'économie et la notion de commerce. C'est vrai que le libre-échange, l'interaction économique, je dirais, de l'ensemble des pays du monde est la chose qui a été mise en place dans les 20, 30 ou même 40 dernières années. Mais c'est quelque chose de, je veux dire, cette espèce d'interaction de tous les pays du monde économique, une fois qu'on a décrit le monde culturellement et démographiquement, ben, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire que, au fond, ce que je suis en train de dire, si on décrit chacun des pays sur une trajectoire éducative qui marque sa place dans l'histoire, dans une sorte de temps réel d'évolution des sociétés, eh bien, ça veut dire que la globalisation met en interaction économique des sociétés qui ne vivent pas vraiment dans la même époque, qui sont dans des temps différents. Et l'une des manifestations de ces temps différents et des dysfonctions que ça induit, c'est, je dirais, c'est quelque chose qu'on peut constater dans les différences de taux de salaire économique. Je veux dire, la richesse du Japon est 10 fois celle de la Chine, les salaires chinois sont 10 ou 20 fois inférieurs à ceux des pays européens. Et si vous mettez tous ces pays ensemble dans un système mondial unifié économiquement, eh bien, vous obtenez, je dirais, pas mal de phénomènes de désorganisation. Alors maintenant, je vais un peu parler de la crise économique telle que je la vois et telle qu'elle est. Je crois que dans l'ambiance actuelle je dirais, de manque de réflexion sur les conceptions économiques ou de certains conformismes, les élites ou les classes gouvernantes de l'ensemble des pays les plus développés refusent de voir une évidence. C'est-à-dire, ils refusent de voir une évidence. Le libre-échange est une chose sympathique. L'idée d'un monde unifié par les échanges est a priori une idée sympathique. Le mot de liberté est un très beau mot. Mais je crois que les gens refusent de voir que lorsqu'il est pleinement développé, le libre-échange ramène le capitalisme à sa vieille contradiction du XIXe siècle, qui est l'insuffisance tendancielle de la demande. C'est-à-dire, et là je vais parler de quelque chose qui existerait même s'il n'y avait pas des pays avec des taux de salaire très bas, comme la Chine, comme l'Inde, exerçant une pression sur les salaires à l'échelle mondiale. Alors, je dis rapidement, si vous imaginez les économies nationalement intégrées de l'après-guerre, les économies françaises, allemandes, japonaises, les économies qui ont fait des croissances très rapides, ces économies, comment dire, les dirigeants de ces économies se comportaient comme s'ils avaient compris la complémentarité des salaires et de la production, de la production et de la consommation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui augmentait les salaires avait le sentiment que l'agrégation de tous ces salaires, l'addition de tous ces salaires dans l'économie nationale allait produire une demande intérieure supplémentaire qui allait permettre d'absorber les gains de productivité. C'est une mécanique très simple. Je veux dire, la théorie de tout ça, on va la trouver dans les livres de l'économiste anglais Keynes. Je veux dire, ce que je dis est tout à fait banal. En fait, ce qui est étrange, c'est que tout ça ait été oublié, en fait, et que des dirigeants qui ont mon âge, dans l'ensemble des pays occidentaux, qui ont appris à l'université la pensée de Keynes et les problèmes d'insuffisance de la demande, aient oublié, je veux dire, ces enseignements. Donc, essayez d'imaginer ce qui se passe quand on entre en régime de libre-échange. Dans un premier temps, bien entendu, le libre-échange a des effets favorables. Bien entendu, la spécialisation des nations produit des effets positifs, des gains de productivité à l'échelle nationale. Bien entendu, un produit ne peut pas, à lui tout seul, inventer ou produire tout ce qui est possible. Donc je ne suis pas du tout dogmatique sur ces questions. Mais regardez ce qui se passe, essayez d'imaginer ce qui se passe quand une entreprise commence à se penser
produisant pour le marché mondial plutôt que pour le marché national. Eh bien, cette entreprise ne considère plus ses travailleurs comme des consommateurs potentiels. Le travailleur redevient simplement un producteur, le travail devient un coût pur, et dans une logique mondialisée de compétition, l'entreprise, très logiquement, entre dans une logique de compression du coût salarial. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'échelle mondiale si toutes les entreprises de tous les pays du monde entrent les unes après les autres dans une logique de compression du coût salarial? Vous êtes revenu là, je dirais, dans la contradiction du XIXe siècle, d'un capitalisme qui n'arrive plus à absorber de ces gains de productivité. Alors, bien entendu, ce que je disais tout à l'heure sur l'existence de deux mondes dans le monde globalisé, d'un monde développé, un peu stagnant démographiquement, et d'un monde sous-développé, dynamique, mais avec des bas taux de salaire, avec une population alphabétisée qui peut travailler, qui peut devenir compétitive sur le marché mondial, ça aggrave énormément le processus. Bien entendu, la pression des salaires chinois sur le marché du travail industriel existe à l'échelle mondiale. Bien entendu, les travailleurs de l'informatique qui existent en Inde, puisque l'Inde est un grand lieu de développement du travail informatique, je veux dire, bien entendu, ça exerce une pression supplémentaire, ça dramatise le processus. Mais en fait, je crois que ce problème de pression sur les salaires existerait même s'il n'y avait pas ces différentiels. Parce que réellement, il y avait quelque chose, avec l'intégration nationale des économies d'après-guerre, le capitalisme avait comme appris une leçon et était devenu raisonnable. Et c'est comme si ces leçons avaient été oubliées. Alors ça permet, ça permet d'expliquer et de comprendre beaucoup des choses qui se passent, ce mécanisme. D'un côté, ça va vous permettre de comprendre les mécanismes de la crise. Je veux dire, les gens prétendent qu'on est en train de sortir de la crise, et je vais essayer de vous montrer ou de vous dire pourquoi c'est une erreur à mon avis. Mais cette interprétation très simple permet de comprendre non pas simplement l'effondrement de la production, puisque la mécanique des salaires, de la compression sur les salaires, permet de comprendre pourquoi s'il n'y a pas assez de salaires distribués, il n'y a pas assez de consommateurs, et on est confronté à une crise de surproduction mondiale, je veux dire en 2008, 2009, comme on l'a été en 1929. Mais ça permet aussi, ce genre de modèle permet aussi de comprendre, je dirais, le délire financier de notre époque. Parce que, bien entendu, si j'essaie de ramener l'analyse économique au niveau le plus simple, dans l'idée du libre-échange, c'est de mettre en compétition toutes les populations actives du monde, de créer, pour chaque niveau de qualification, tendanciellement, un marché du travail unifié. Mais ça veut dire simplement, si vous faites ça, ça veut dire que vous allez, je veux dire, tendanciellement, en termes de tendance, qui n'est pas toujours complètement réalisée, vous allez essayer, c'est comme si vous essayiez d'introduire dans chacune des économies nationales le degré d'inégalité qui existe à l'échelle mondiale. C'est pour ça qu'il y a une époque où il y avait des gens sur les trottoirs de Bombay, et puis nous avons maintenant des gens sur les trottoirs de Paris, puisque les niveaux d'inégalité doivent se retrouver. Et je veux dire, si vous lisez des manuels d'économie internationale, moi je préfère lire directement les manuels d'économie internationale écrits aux États-Unis, je dirais au cœur du système, vous ne trouverez pas ce que je viens d'évoquer sur l'insuffisance mondiale de la demande associée au libre-échange. Par contre, ce que vous trouverez associé au libre-échange, c'est la montée des inégalités. Je veux dire, là, quand je parle de montée des inégalités, je veux dire, c'est un lieu commun, c'est accepté pour tout le monde, par tout le monde. Mais cette montée des inégalités vous permet de comprendre les deux aspects de la crise. Les deux aspects de la crise. Le premier aspect de la crise, c'est la compression des salaires, en bas ou au milieu de la structure sociale, produit une insuffisance de la demande et une crise de surproduction. Mais en haut, la montée des revenus des classes supérieures produit, je dirais, en haut de la structure sociale, une sorte d'afflux d'argent qui ne sert à rien et dont on ne peut rien faire. C'est-à-dire le capitalisme mondialisé produit en bas de la pauvreté,
mais en haut un afflux d'argent, et les riches ont leurs problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent quand nous en avons trop? Je ne parle pas de moi, hein. Je veux dire, c'est une image. Je sais trop bien ce que je fais de mon argent quand j'en gagne trop. Bon, excuse-moi. Et en fait, la vérité, ce qui explique assez largement les délires financiers de la période qu'on vient de vivre et les délires financiers qui recommencent actuellement, c'est que simplement, il y a trop d'argent inutile qui s'accumule en haut de la structure sociale. Et bien entendu, je veux dire, les banques se retrouvent avec de l'argent qu'elles doivent placer quelque part. Et ça, c'est la source, je parle de l'ensemble de la planète, et ça, c'est la source fondamentale du mouvement de capitaux vers les États-Unis. Il faut discuter avec des banquiers. Moi, j'ai longuement discuté avec des banquiers suisses qui envoient leur argent, qui ont de l'argent, qui doit être placé, qui ne savent pas quoi en faire, et qui doivent l'envoyer aux États-Unis, sachant que cet argent sera vaporisé aux États-Unis et qu'il y disparaîtra. Il y a une sorte de logique infernale de ce système. Donc, je pense que ce mécanisme très simple permet assez bien d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que ça permet de dire sur l'évolution actuelle de la crise? Ça permet de dire qu'on n'en est pas sorti. Parce qu'en un certain sens, je dirais que les gouvernements nationaux, américains, européens, japonais et même chinois, dans une certaine mesure, ont été à moitié raisonnables. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut vraiment être génial ou raisonnable pour accepter l'idée qu'il y avait un problème de demande à l'échelle mondiale? Il faut simplement, je crois qu'il suffit de ne pas être aveugle ou fou pour s'en rendre compte. Donc, dans ce contexte, les plans de relance ont été une bonne chose. Réinjecter de l'argent dans l'économie, c'était une bonne chose. Sauver le système bancaire, c'était une bonne chose. Je dirais que de ce point de vue-là, les classes dirigeantes ont fait un peu mieux lors de la crise récente qu'elles n'ont fait lors du déclenchement de la crise de 1929. Mais les dirigeants qui se réunissent sympathiquement en G8, G20, bientôt je vais dire GX pour ne pas avoir à préciser le nombre de pays, disent qu'il faut soutenir la demande, qu'il faut coopérer, c'est très sympathique, c'est une bonne ambiance. Ça aussi, c'est un progrès par rapport aux années 30, où les gens pensaient plus à faire la guerre qu'à coopérer. Mais ils ajoutent toujours que l'important, c'est d'éviter le retour au protectionnisme. L'important, c'est de maintenir le libre-échange, comme s'ils n'avaient pas compris, et ils n'ont pas compris, que le libre-échange, c'est la machine à fabriquer la dépression de la demande. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, actuellement? C'est tout à fait intéressant. Vous avez, alors, les niveaux les taux de chômage sont toujours très élevés. Il y a un petit redémarrage de la production. Il y a de nouveau un emballement du secteur boursier. Par exemple, quand on parle des États-Unis actuellement, on va opposer, l'optimisme de Wall Street et la montée des indicateurs boursiers et la poursuite de la crise ou la seule stabilisation de la crise pour ce qui concerne l'activité industrielle. Mais la vérité, c'est que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ont simplement, de mon point de vue, parce qu'elles n'ont pas traité la question du libre-échange, ont remis en marche la machine à exercer une pression sur les salaires à l'échelle mondiale, une pression particulièrement exercée par des pays comme la Chine, l'Inde ou d'autres, toujours à l'échelle mondiale. Ce qui est remis en marche, c'est très très clair dans le cas d'un pays comme la France, c'est la machine à délocaliser des entreprises vers ces pays. En gros, finalement, les plans de relance mis en place dans les pays les plus développés aboutissent à relancer la machine à détruire l'industrie des pays développés par des pays comme la Chine, l'Inde et autres. Je ne suis pas du tout en train d'accuser des gens, et surtout pas les dirigeants de pays comme l'Inde et la Chine. Ce sont des pays qui doivent se développer, qui ont leur stratégie, qui ne me paraît pas tout à fait raisonnable, mais qui me paraît dangereuse. Ce qui me paraît problématique, c'est l'attitude des classes dirigeantes occidentales, américaines ou autres, qui semblent intellectuellement fatiguées
ou qui semblent incapables, je dirais, de penser en termes d'organisation collective de la production. Alors, pour terminer cet exposé introductif, et puis ensuite il y aura une discussion, je voudrais quand même dire où j'en suis en termes de perception des États-Unis, puisque bien entendu la crise financière puis la crise économique ont été une étape dans la prise de conscience du déclin américain. Quand on pense en termes de déclin, enfin pour moi je trouve que les choses vont beaucoup plus vite. Quand j'ai écrit Après l'Empire, je ne pensais pas qu'on aurait si vite après le début de la guerre d'Irak le sentiment je veux dire, d'un déclin américain qui s'accélère. C'est comme si j'étais pris de vitesse. Quand j'ai écrit mon livre, quand j'ai prophétisé les fondements du système soviétique, j'ai dû quand même attendre 15 ans la réalisation de la prophétie. Et donc, quand j'ai écrit Après l'Empire, je me disais, je suis tranquille pour 15 ans, on va voir ce qui se passe dans 15 ans. Mais apparemment, les choses vont beaucoup plus vite. Et la crise économique récente a été un moment particulier de prise de conscience. Alors, je crois que cette crise n'a pas été que ça. Elle m'a fait comprendre autre chose et elle m'a fait commencer à réfléchir sur la fatigue des classes dirigeantes dans le monde en général. Ce qui est quand même frappant depuis la crise économique, c'est qu'elle a produit psychologiquement ou idéologiquement, je ne sais comment dire, un double mouvement. D'abord, une chute d'image des États-Unis, je veux dire une réalisation de ce que les États-Unis n'allaient pas si bien que ça, n'étaient pas l'hyperpuissance, n'étaient pas la solution à tous les problèmes. Mais d'un autre côté, elle a mis en évidence aussi un désir fou de continuer à croire dans la centralité des États-Unis. C'est-à-dire que la façon d'ailleurs dont les dirigeants européens et autres sont allés se réunir aux États-Unis plutôt qu'ailleurs pour discuter de la crise économique mondiale, se réunir pour aller discuter des règles de sécurité dans les banques. C'est peut-être un signe de tout à fait extraordinaire, mais qui allait au-delà de la soumission. Parce que quand même, ce qui s'est passé avec la crise bancaire, c'est que les États-Unis ont réalisé la plus grande escroquerie financière de l'histoire de l'humanité. Et donc, en fait, ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, quand les dirigeants des pays du monde se sont réunis aux États-Unis pour discuter des règles de sécurité financière, c'était un peu comme si des banquiers se réunissaient chez les gangsters pour discuter des mesures de réorganisation de la sécurité. Donc on peut en rire, mais on peut essayer aussi d'analyser les choses en termes idéologiques ou de rapport de force. Et je crois que ce genre de mécanisme montre l'incapacité où les classes dirigeantes européennes, japonaises ou autres, et peut-être même chinoises d'une certaine manière, sont incapables de penser le monde sans les États-Unis. À quel point les gens ont peur de la disparition des États-Unis. Un autre signe, ça a été la façon dont... j'avais dit dans mon livre Après l'Empire, il y a une phrase que je relis quand je suis déprimé. Je relis une phrase qui prédit la panique financière. Je la relis et je m'endors satisfait avec l'idée que je suis réellement un grand prophète. Mais la deuxième partie de cette phrase évoque une panique financière et puis ensuite un éventuel effondrement du dollar. Alors, bon, je sais que le dollar a recommencé à baisser et que la tendance générale du dollar est à la baisse. Et si j'avais des économies, je ne les garderais pas en dollars. Mais dans un premier temps, la crise a produit une remontée du dollar. Et une remontée du dollar doit être, il ne faut pas en parler en termes économiques, il faut en parler en termes de rêve, de recherche de sécurité. C'est-à-dire qu'au moment même où les États-Unis foutaient en l'air le système financier mondial, les gens se tournaient vers les États-Unis pour y mettre leurs économies. Donc ça a été vraiment un premier phénomène très intéressant. Et puis alors, le deuxième phénomène tout à fait extraordinaire, et je dirais que les États-Unis n'ont décidément pas cessé de nous distraire. Il n'y a pas que la télévision et les films américains. Il y a eu aussi l'élection d'Obama.
veux dire, ne vous méprenez pas, je suis très content qu'Obama ait été élu, je suis très content que les Américains soient capables temporairement de surmonter leur conception raciale, même si dans la société américaine, le racisme est toujours là. Le taux de mariage mixte entre femmes noires et hommes blancs est toujours insignifiant aux États-Unis, mais c'est quand même sympathique de voir l'Amérique prise de panique économique et financière se retourner vers le centre-gauche plutôt que de continuer à dériver avec l'extrême droite. Du temps de George Bush, on pouvait se demander si l'Amérique n'était pas simplement en train de dériver vers l'extrême droite. Donc il y a quand même, l'élection d'Obama est quelque chose de très satisfaisant, de très rassurant. Les Américains ne sont pas fous, et c'est quand même une bonne nouvelle. Mais pour les Américains, parce que la mauvaise nouvelle, ça a été l'Obamania. Alors je ne peux pas dire quelles ont été les attitudes fondamentales au Japon, mais le délire d'amour pour le système américain, je veux dire, qui a suivi l'élection d'Obama, je veux dire, a été quelque chose. Moi, j'ai fait du commentaire à la télévision sur l'élection d'Obama, je veux dire, d'une manière sceptique, etc. Et les gens me regardaient comme si j'étais à moitié fou. Mais c'est très bien d'élire un président noir, c'est très, je veux dire, dans un contexte américain, mais que les Européens attendent de l'élection d'un président noir aux États-Unis la solution de leurs problèmes à eux et la fin, je veux dire, et une solution au fait que les États-Unis vivent un peu dans la dépendance économique du monde comme une nation prédatrice, je veux dire c'était complètement ridicule. Il y a vraiment eu dans l'élection et l'incapacité des Européens à comprendre que les facteurs qui mènent les États-Unis à leur déclin sont toujours là malgré l'élection d'Obama. Les États-Unis ont toujours des problèmes éducatifs. Ils fabriquent toujours trop de financiers par rapport au nombre d'ingénieurs qu'ils ont fabriqués. Tout ça, c'est des problèmes qui se règlent en 2 générations. Je veux dire, ça n'est pas des problèmes pour un président des États-Unis, fût-il noir. Comme j'ai osé le dire, il me semble à la télévision française, être noir, ça n'est pas un programme économique. Donc il y a quand même eu, pour les États-Unis, rien à dire, pas à critiquer, mais je trouve que l'une des choses qui a été mise en évidence par l'Obamania, c'est la fragilité des classes dirigeantes hors des États-Unis. C'est-à-dire comme si, et effectivement, quand on est en Europe, ce qui frappe, c'est l'incapacité des Français et des Allemands à s'entendre. Le président, je veux dire, nous avons en Europe une collection d'imbéciles à la tête des grandes institutions européennes, tout à fait extraordinaire. Beaucoup de Français, d'ailleurs. Le président de la Banque centrale, Jean-Claude Trichet, qui est à la limite d'une intelligence normale, vers le bas. Le président de la Commission, Barroso, dont la seule qualité est qu'il parle, les seules qualités est qu'il parle anglais et français. Il y a une absence de projet. Les Français et les Allemands sont de plus en plus incapables de s'entendre. Il y a une sorte de fatigue des élites. Et si je reviens sur le plan de l'analyse générale, pour moi, il y a un rapport entre cette fatigue des élites européennes et ce que j'ai décrit au début de cet exposé sur la stagnation éducative, la perte d'un sentiment de dynamisme et le déclin, le vieillissement démographique. Donc il y a, je crois, quelque chose, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la façon dont, je veux dire, dont les comportements les plus évidents des acteurs politiques et économiques sont en rapport, je veux dire, avec des phénomènes très profonds sur le plan sociologique. Je conclurai là-dessus. Je dirais que quelquefois je souffre en France parce que mes prédictions réalisées impressionnent beaucoup les gens, mais les théories qu'a eu la gentillesse d'exprimer M. Ishizaki, je veux dire, sont discutées, mais je dirais moins reconnues, en fait. Et j'espère qu'un jour, on comprendra qu'il y a un rapport entre mes prédictions réalisées et entre ma vision, je crois, exacte de la profondeur des mouvements profonds dans les sociétés. Je vous remercie.